Alors on retrouve effectivement les étoiles qui spiralent, où on retrouve beaucoup de notions. D'ailleurs, les taoïstes ont vraiment observé aussi cela dans les déploiements des fougères, dans l'éclosion du végétal. On retrouve beaucoup cette ondulation, beaucoup ces principes-là. Pour reciter Wilhelm Reich aussi, un petit livre qui s'appelle La superposition cosmique, où il ne parle que de ça. Il ne prononce pas le mot Tao parce que ni taoïsme, mais pourtant, moi personnellement, je peux y faire des parallèles entre le taoïsme et tout ce qu'il y a dans ce petit livre, La superposition cosmique de Wilhelm Reich. Et donc on voit qu'il y a donc un mouvement commun entre le cosmos, la spirale, la naissance des étoiles, des galaxies, etc., et le fonctionnement même cellulaire de notre corps. Et du vivant qui se déploie, qui fusionne, qui défusionne, etc. Donc oui, il y a un lien absolument évident, et peut-être même que la science de la météo, d'ailleurs sur Terre, nous permettrait de comprendre beaucoup plus de choses que simplement la météo, mais aussi sur la dynamique du vivant, la dynamique des énergies. Comment pourrait-il en être autrement? C'est vraiment... quelque part, on doit aujourd'hui prendre conscience et connaissance qu'on est dans un univers, qu'on est dans l'univers. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça. On est en train d'amoindrir ce qui nous distançait de toute cette connaissance qui est sous nos yeux, qui fait que même notre corporalité est faite avec tout ce que vient d'énoncer Paul, avec toutes les spirales, cet ondoiement. Oui, je pense qu'il est temps qu'on intègre que tout est vivant, que tout est ondoyant, que tout est spiralant, qu'on fait partie de cet univers et que ça a toujours été là, mais sauf qu'on avait des pots devant les yeux et qu'on avait oublié, j'ai envie de dire, tout un système et une éducation qui fait que c'est comme si on était coupé de cette présence, comme si la Terre était dans le vide. Et alors bien sûr, il y a des notions d'étoiles, parce qu'il y a des personnes qui se sont beaucoup plus intéressées, mais tout est segmenté, tout est séparé, alors que c'est un tout, et donc même l'individu n'a pas spécifiquement besoin, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je dis que c'est même aujourd'hui, ça va se développant, mais tout individu devrait intégrer qu'il fait partie du cosmos, qu'il a vraiment ses spirales, il est une poussière d'étoiles, comme disait Rubber Reeves. Donc, et je trouve que on a pris trop de temps et trop de décalage par rapport à ces notions, qui fait qu'on peut bouger dans cette qualité d'être. Il y a une connaissance qu'on a tendance à dévaloriser au jour d'aujourd'hui en brandissant la science tout le temps. Je voudrais juste rappeler que la science est toujours en retard, toujours très en retard. Aujourd'hui, il y a 100 ans, l'ostéopathe a été découvert au travers des mains de quelqu'un qui mettait les mains sur le crâne et a senti une pulsation, et a senti que le crâne pulsait ainsi que le coccyx sacrum. Et il a commencé à développer une approche thérapeutique où, là où il posait les mains, s'il n'y avait pas d'harmonie entre cette onde et cette pulsation qui circule dans le corps, donc une pulsation qui déclenche une onde, c'était là le problème qui déclenchait la difficulté thérapeutique. Et que pour remettre le corps en santé, il fallait le remettre en harmonie de cette vague. Et donc, il mettait les mains, il proposait au corps un point d'appui pour que le corps d'un seul coup s'harmonise et remette le cycle de ce fonctionnement d'onde entre le coccyx sacrum, toute la colonne vertébrale, et donc toute la circulation de la moelle épinière jusqu'au crâne. Et ils ont développé ensuite le fait que cette sensation se déployait d'une manière non pas dans une biomécanique linéaire, mais une biomécanique plutôt spiralée. Et c'est là où l'intuition est venue des fascias, donc le tissu conjonctif qui se développe dans le corps et qui se développe plutôt en spirale. Et donc ils ont commencé à mettre les mains ailleurs et à voir qu'il y avait une réponse à cette circulation. Puis il y a des personnes, plutôt des thérapeutes manuels, qui d'un seul coup ont osé mettre les mains non pas sur la chair, mais un peu à distance.
Et là, à distance, ils ont senti qu'il y avait donc un espace de champ morphique, comme l'appelle Rupert Sheldrake. On préfère utiliser ça plutôt que le mot aura, trop exotique et trop chargé. Et donc le champ morphique, en fin de compte, il y a des perceptions qu'on peut avoir à distance, effectivement, de cette vibration, de cette onde, et de même ce que les taoïstes disaient par rapport à la médecine chinoise, en zone creuse ou en zone rebondie, en zone plutôt chaude ou plutôt froide, et qui se sent à distance. Et donc il y a donc une connaissance empirique qui était en avance. Parce qu'aujourd'hui, la science, seulement récemment, découvre effectivement les tissus conjonctifs, les fascias, et qui donc est à la fois l'enveloppe et à la fois l'architecture à l'intérieur qui fait que tout se compose et tout se tient dans notre corporalité. On pourrait imaginer qu'il y a la même chose dans une ramification dans mon champ morphique. D'accord ? Et qu'il peut y avoir des actions. Alors, vous voyez, 100 ans. Mais si on remonte même aux taoïstes, qui dans l'expression des arts corporels taoïstes comme le Tai Chi Chuan originel de style Chen, tous les mouvements sont des mouvements spiralés. Tous les mouvements de pousser dans la jambe sont des mouvements dans la sensation qui doivent être spiralés. Combien de temps d'avance ils avaient ? Comment ils ont perçu ça ? Je voudrais dire ça parce que c'est important de redonner de la valeur à la connaissance empirique. Je rappelle d'ailleurs qu'avec Immanou, avec Delphine Lhuillier, avec notre équipe, nous avions pensé à un magazine qui s'appelait, puisqu'il a eu quelques numéros puis il s'est arrêté, Énergie-Science. Et on voulait dans Énergie-Science rapprocher la connaissance empirique de la connaissance scientifique pour qu'elle discute, qu'elle se rencontre et qu'elle se valide éventuellement ensemble ou pas, ou qu'elle se précise. Parce que tout mon discours là, c'est pas pour dire que je suis contre la connaissance scientifique, parce qu'elle va apporter des fois des ajustements, des validations, des précisions, des remises en question. Parce que des fois, la connaissance empirique sent des choses et imagine des choses. Et donc, qui sont des fois très justes, et des fois, l'imagination qui vient de la réalité de ma sensation ne correspond pas en fin de compte. Et on s'aperçoit quelques siècles après que c'est pas ça, mais que c'est plutôt ça. Donc c'est important. Mais c'est important à la condition de ne pas l'effacer, de ne pas la détruire. Or, aujourd'hui, on a une connaissance scientifique, la connaissance scientifique, la connaissance scientifique, la connaissance scientifique et la connaissance empirique. Donc c'est vraiment important. Et surtout qu'on s'aperçoit d'ailleurs que ce qui amène les scientifiques à découvrir des choses, c'est souvent une intuition un peu empirique qui les amène en fin de compte sur un chemin. Donc c'est vraiment intéressant de rééquilibrer ça.